Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Bleu et d'Or, le podcast francophone dédié au Fighting Irish de Notre-Dame. Premier épisode de la saison régulière. On se retrouve pour actuellement le dimanche. On enregistre actuellement le dimanche 7 septembre. Notre-Dame est en bye week pour cette deuxième semaine après notre premier match en déplacement du côté de Miami. Je suis aujourd'hui accompagné de Christian. Bonjour Christian, comment tu vas? Salut Léo! Oh, comment ça va? La semaine a été difficile. Ouais. Vous savez, il y a 7 étapes dans un deuil et je crois que nous les avons traversées dans la dernière semaine, à commencer par le choc. Le choc a été brutal de voir notre duel contre Miami, de voir l'équipe qui s'est présentée sur le terrain. Le déni, on ne l'a pas accepté tout le long de la partie. Non, c'est impossible jusqu'à la toute fin. Je sais que certains auditeurs devaient être couchés à la toute fin, mais lorsque on y a cru à 24-24, oui, Léo lève lève la main. J'ai senti qu'il n'y avait plus de réponse sur les chats à cette heure-là. Alors, à 24-24, nous y croyons encore. Malheureusement, la défensive ne s'est pas levée. La colère après le match, on était prêt à liquider tout le monde, là. Les entraîneurs dehors, dehors, tout le monde. Dan Brock, mauvais choix de jeu, coordinateur défensif, retourne d'où tu viens, retourne à Ohio State, retourne sur le banc, retourne à la télé. On s'ennuie d'Al Golden, tout le monde, on pouvait liquider. Là, on a essayé de négocier un peu dans notre tête, d'accepter le pour et le contre, les bons coups, bon corps, bien joué. Les unités spéciales, quand même, ont fait un travail honnête dans cette partie, on cherchait les bons éléments. Tristesse ou dépression, 0-1, est-ce que la saison est foutue? C'est foutu les séries, les playoffs, est-ce qu'on a encore notre place? L'acceptation, il faut passer à autre chose. Texas A&M s'en vient et finalement la reconstruction. Et la reconstruction, je crois que c'est un peu de ça qu'on pourra parler aujourd'hui, c'est-à-dire cette préparation pour Texas A&M, de savoir que vaut mieux perdre le premier match de la saison et gagner les 11 suivantes pour la perception, pour le vote, pour le classement des séries, que de perdre peut-être un match, le huitième ou le neuvième match de la saison, où là, on peut dégringoler. Et vous savez, le classement, comment il est fait, on ne regarde pas uniquement la fiche. On recherche les victoires de qualité. Et la bonne nouvelle, lorsque je regarde le calendrier de Notre-Dame, il y a la possibilité d'avoir des victoires de qualité. Et ça commence samedi prochain, Léo, un match que tu seras présent pour en parler un petit peu plus tard à South Bend contre Texas A&M. La revanche peut-être des Aggies ou peut-être pas, peut-être dans la continuité. Rappelons-nous que Notre-Dame, dans les derniers matchs contre l'ACC, si vous enlevez les parties contre Georgia et Alabama, ben, on les a tous gagnés. Alors, à suivre, on a très hâte quand même à ce duel-là samedi. Et je pense qu'on pourra faire le tour peut-être de ce match-là contre Miami, peut-être de démoniser le match. On pourra faire un exercice peut-être pour nettoyer la place et reconstruire pour, pour la semaine prochaine contre Texas A&M. Tout à fait. Effectivement, comme tu le dis, Miami reste une terre maudite pour Notre-Dame. Septième défaite consécutive à l'extérieur face à Miami depuis 1977 face à ce programme des Canes. Euh, comme tu l'as dit, c'était une très grosse semaine pour Notre-Dame et un très gros premier match. On a senti tout de suite dans l'atmosphère du stade et également dans l'intensité mise par les joueurs des deux équipes sur le terrain que voilà, la saison était directement lancée et qu'il n'y allait pas y avoir de phase d'observation. Et justement, Notre-Dame, à part peut-être le fait de jouer dans un environnement à l'extérieur avec un jeune quarterback, un nouveau coordinateur défensif, ça a pris un petit peu plus de temps à se mettre en place. Et je pense que, comme tu l'as dit, on est passé par toutes les émotions au fur et à mesure de cette semaine. Euh, je pense qu'on peut directement se lancer dans l'analyse de ce match et revenir sur la performance de nos Fighting Irish. Euh, on a senti dès le début de match que Mike Denbrock et le coaching staff voulaient mettre CJ Carr au maximum en confiance et le mettre dans le rythme du match. Et le premier drive offensif a commencé avec deux passes rapides plutôt bien défendues et une troisième et 7 tout de suite à négocier pour CJ Carr avec un screenplay appelé par Faison
c'est le type de jeu qu'on va pas mal retrouver au fur et à mesure du match pour Notre-Dame. Malheureusement, ce premier drive sera stoppé par, je pense, un léger manque de rythme. Voilà, CJ Carr avait besoin de temps pour s'installer et pour prendre confiance dans ce match. Et donc, ce premier drive se conclura par un punt et un ballon rendu à Miami, qui, pour le coup, va tout de suite commencer à montrer ce sur quoi ils allaient appuyer face à Notre-Dame. On avait beaucoup parlé en début de saison de la profondeur de la ligne défensive et c'était peut-être un des premiers points faibles à avoir été à avoir apparu sur ce match avec j'ai trouvé une ligne défensive très friable dominée par la ligne offensive de Miami, que ce soit lors de la protection de passe avec les différentes pressions qui ont été appelées, mais également sur du jeu de course. Oui, je peux donner du crédit à Miami, mais Notre-Dame n'était pas prêt pour ce match-là. Parce que, posons les vraies questions. Si Al Golden est le coordonnateur défensif de Notre-Dame, est-ce qu'on a le même match? Est-ce que Notre-Dame gagne? Lorsque vous revoyez les images du début les premières séquences de Miami, on voit la communication qui est difficile. Drake Bowen sur le terrain, de positionner les joueurs. Même il y a une certaine séquence où Adam Schuler fait un signe comme quoi il n'a pas compris les signaux. La fameuse passe incomplète pour commencer. Là. Quand vous regardez les images, clairement, la défensive n'est pas prête. Ce qui est inquiétant un petit peu, c'est que Notre-Dame a connu un parcours extraordinaire en 2024, non pas par son talent. Est-ce que Notre-Dame avait une équipe aussi puissante que Georgia lorsqu'on regardait les alignements? La réponse est non. Mais Notre-Dame avait le feu dans les yeux, ils désiraient la victoire, ils étaient conscients de leurs limites et le collectif était très fort, l'intensité était forte et nous n'avons pas retrouvé cette intensité-là dans ce début de match contre Miami et j'irais même une bonne partie de la partie. De quelle façon on peut reconnaître l'intensité? Vous savez, lorsque un running back traverse la ligne et est finalement stoppé, et là, vous voyez la pression, 3-4 joueurs qui arrivent, et là, le running back, il avance plus. Là. Il recule, il recule, il recule. Et là, l'arbitre siffle le jeu. Et à plusieurs reprises, on voyait le running back traverser. Et après le premier plaqué, capable d'avancer encore, de gagner une yard, une deuxième yard. Cette intensité-là de dire non, ça cesse ici, vous n'avancez plus. On ne retrouvait pas cette force-là dans les yeux. Les déplacements des joueurs étaient difficiles. Est-ce que c'est l'intérieur de la ligne? Oui, Triori a deux excellentes séquences, mais a fait quelques erreurs également en couverture qui ont nui. Difficulté à rendre le quarterback, j'allais dire, je ne veux pas dire instable, mais inconfortable derrière la pochette protectrice. Beck a été confortable tout le long. Il n'y avait pas de pression. Dans ce match-là. Alors, si on compare en moyenne, Golden, ses équipes réalisaient à peu près 11 pressions par match pour rendre un quarterback difficile. Il y en a à peine 3 dans toute la partie. Dans le fond, nous avons donné les clés à Beck et on lui a dit ben, amuse-toi à découper notre défensive. C'est un peu ça qui est arrivé. Même l'attaque au sol qui réussit à gagner des gains intéressants en début de partie du côté de Miami. Notre-Dame ne nous a pas habitués. C'est comme si le plan de match n'était pas prêt. Et vous savez, dans les podcasts précédents, on s'était dit Chris Ash, on t'a donné des clés, mais la défensive, les joueurs sont déjà excellents. J'ai l'impression qu'il a été surcoaché par le coordonnateur offensif de Miami. Et ça m'inquiète. Ça me préoccupe énormément pour le reste de la saison. Encore là, tout peut se corriger dans les 2 prochaines semaines. Il pourra faire ses devoirs. La seule chose qui me rassure, c'est que le head coach est un ancien coordonnateur défensif et un excellent coordonnateur défensif en Marcus Freeman. C'est ce qui me rassure que si ça ne fonctionne pas, bien, le head coach peut mettre son nez là-dedans et quand même tenter de reprendre le contrôle de cette défensive parce que clairement, lorsqu'on a eu besoin des gros jeux, et jusqu'à la toute fin, à 24-24, on avait besoin que la défensive nous sorte un gros jeu et il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu la pression. Il n'y avait pas de sac du quart, il n'y avait pas de pression. Même si des fois il n'y a pas de sac, si le quarterback est inconfortable et coincé dans la pochette, c'est mission accomplie, on ne se rendait pas là.
C'est ce qui m'a préoccupé un peu de cette partie-là. C'est un manque de préparation. Alors, qui blâmer? Est-ce que c'est uniquement Ash? Est-ce que c'est les capitaines de l'équipe? Est-ce que c'est des joueurs qui n'étaient pas prêts, qui étaient sur le nuage de 2024? Est-ce que c'est Freeman qui n'a pas pensé à tout ça, qu'on devait se préparer? Mais voici les faits. Ça fait quelques débuts de saison, Notre-Dame, où ce que c'est compliqué, c'est difficile et on n'est pas prêt à débuter la saison. Complètement, c'était une grosse déconvenue que de voir cette défense se faire dominer après les standards qu'on a connus la saison dernière, où c'était clairement le point fort de Notre-Dame, et on le disait dans les matchs de play-off, pour pouvoir gagner et avancer au tour d'après, il fallait que la défense réponde présent et qu'on arrive à maintenir des matchs dans des euh, petits scores. Malheureusement, donc on a commencé à voir ces problèmes défensifs apparaître très tôt dans le match, et sur le deuxième drive du match, le deuxième drive offensif pour notre attaque, un nouveau screenplay, donc jeu avec écran sur la droite, est appelé pour Malachi Fields, alors c'était une action qui avait déjà été appelée 2 ou 3 fois depuis le début du match, et on sentait que c'était le plan de Mike Denbrock pour mettre CJ Carr dans le rythme et le mettre en confiance. Et c'était très bien lu par la défense de Miami, parce que Malachi Fields se fait plaquer par un des D-line et se retrouve à perdre le ballon. Et ce ballon sera recouvert par Miami. Donc c'est vraiment une première action, ballon perdu, deuxième drive catastrophique, avec une erreur de Malachi Fields pour son premier ballon touché sous les couleurs de Notre-Dame en rencontre officielle. Autant dire qu'à ce moment-là, on commençait doucement à pas se sentir très très bien. Enfin, personnellement, je ne m'attendais pas à une erreur sur un jeu simple et plutôt basique comme celui-là de la part de Malachi Fields. Euh, Malheureusement, c'est je pense, une erreur comme ça peut arriver à tous les joueurs. Et cette première perte de balle, euh, pour moi, c'est vraiment une erreur de jeu. Et je pense pas qu'on puisse blâmer Malachi Fields et qu'on puisse non plus blâmer CJ Carr, qui, pour le coup, est pas en faute là-dessus. Mais voilà, enfin, après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Je ne sais pas si tu as, envie de quelque chose à rajouter là-dessus, sur ce simple jeu qui se finit en fumble. Mais Ben, voilà, on sentait que l'attaque commençait aussi à être lue finalement par Miami. exactement. Puis c'est sur ce point-là que je veux aller. Tu sais, oui, des screens, je comprends que Dan Brock désirait rendre CJ Carr confortable le plus rapidement possible et exploiter peut-être aussi la ligne secondaire de Miami, qui était peut-être un point où on était plus vulnérable. Il y avait eu plusieurs transferts du côté des Hurricanes. Euh, Ceci étant dit, ce que je ne m'explique pas, puis c'est pour ça que je ne veux pas nécessairement lancer le blanc, mais est-ce que Dan Brock a surévalué le coordonnateur défensif de Miami, s'est dit, je vais essayer de le prendre à son propre jeu, d'être plus intelligent que lui et d'anticiper des jeux que le coordonnateur défensif n'a pas pensé, en arrivant avec des stratégies des fois qui pouvaient être douteuses. On a un All-American en Love, on lui donne le ballon 10 fois au sol dans toute la partie. Euh, Pourquoi? Ben, c'est peut-être pas la faute de Denbrock, puisque quand je regarde le travail de nos deux tackles, Anthony Knapp, qui a été catastrophique, lorsque je regarde le travail des deux tackles de Notre-Dame, qui ont été de loin les deux pires joueurs offensifs de Notre-Dame dans la partie, euh, est-ce que c'est une réalité nous n'avons pas vu au camp d'automne et que Denbrock était au courant? Était au parfum un peu que cette ligne offensive-là n'était pas aussi puissante qu'on le pensait. Et là, parce que si vous faites le bilan de la ligne à l'attaque de Notre-Dame, oui, c'est très préoccupant. On retourne un peu en arrière, là. Le match contre Ohio State, incapacité également de jouer le jeu au sol. Mhm. Puis j'enlève l'option de Riley Leonard, qui est obligé de courir des fois, qui fait peut-être bien paraître l'attaque au sol, mais les running backs ont de la misère à prendre le rythme puisque les trous ne sont pas là. Alors, quand on regarde le dernier match précis contre Ohio State, ça avait été laborieux. Contre Penn State, la course au sol était inexistante aussi, à l'exception de quelques jeux de Leonard. Et quand vous remontez la belle victoire contre Georgia,
c'est pas l'attaque au sol qui a gagné la partie aussi. Alors, et Non. même contre Indiana, si vous enlevez la longue course de Love pour un touchdown, il ne s'est rien passé au sol le reste de la partie. Alors, on parle là, des 5 derniers matchs où ce que la ligne offensive a beaucoup de difficultés à prendre son rythme, à gagner la garde nécessaire pour avancer, donner la chance d'ouvrir les brèches un petit peu pour Love et peu importe le comité de running back qui est derrière. Euh, et pourquoi? Pourquoi qu'on en est là? Ben, c'est là qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est le manque d'options? J'ai des doutes. J'ai des doutes parce qu'il y a des tackles exceptionnels qui ont été recrutés, des 5 étoiles, que nous avons choisi au camp d'automne de les faire jouer comme garde. Est-ce qu'Anthony Knapp, qui avait déjà 14 parties d'expérience, c'était le bon moment pour jouer probablement son pire match en carrière? Ça a été catastrophique au niveau des tackles. Et cette ligne-là, qui était supposément plus expérimentée que contre le duel de Texas A&M la saison dernière, mais était moins bonne. Si on avait joué de la même façon contre Texas A&M la saison dernière, nous aurions perdu. Euh, Là, ce qui m'inquiète encore là, c'est que c'est coach Rudolph qui s'entête. Tu sais, probablement qu'Anthony Knapp, puis on en avait parlé, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Léo, au printemps, que Knapp avait peut-être plus un potentiel de garde avec la carrure et Ouais, son physique. ouais. Et on pensait que Jagessa allait prendre le poste de tackle, Mhm. probablement. Et Rudolph, ça a été un peu ça la saison dernière, des drôles de choix, des fois que ce ne sont pas les meilleurs éléments qui sont dans les positions clés, et ça finit par coûter cher. Knapp est un point et Gerby Lambert est un tackle exceptionnel. Il a Ouais. manqué l'automne à pratiquer au poste de garde. Si on parle du dernier recrutement, Will Black également est un tackle exceptionnel. Il y a des options derrière. Alors, mon but n'est pas de retirer Knapp nécessairement de la ligne offensive, mais on a peut-être passé à côté dans la préparation de le mettre, de le développer en termes de garde. Et clairement, ça ne va pas. Ça ne va plus. Et ça n'allait pas la saison dernière non plus. Lorsqu'on regarde contre les grandes équipes, l'attaque au sol, il ne se passe rien. L'autre mystère de cette partie, euh, Jadarian Price qui vient en renfort à Love au sol et qui réussit quelques jeux clés, des longues courses pour amener un certain rythme. Et là, oui, il y a eu le fumble. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'envoie en punition. Là, Price, on ne parle pas d'une recrue de première année. Là. On parle d'un joueur expérimenté, bien établi, qui a prouvé qu'on a besoin de son rythme des fois pour venir aider et contrebalancer Love. On l'envoie en punition sur les lignes et on Ouais. cesse de l'utiliser. Qui C'est portait sur tout le match. C'est ridicule pour un joueur comme lui. On vantait ce duo de running back élite et au final, nos running backs se retrouvent à faire 2 fois moins de courses que Miami sur l'ensemble du match. Donc, c'est qu'il y a vraiment soit eu un problème, comme tu l'as dit, au niveau enfin, sûrement de la ligne offensive, mais et oui, c'est trop peu pour des joueurs de ce standing-là et avec cette performance-là. Surtout que, oui, tu l'as dit, Jaren Price a fait des belles actions et ce fumble en deuxième et goal lui est répréhensible pour la suite du match, finalement. Tu sais, l'analogie que je vais faire, c'est que vous regardez le film Batman et vous avez Batman et Robin. Et là, soudainement, Robin joue mieux que Batman. On retire Robin de la partie et on cesse de miser sur Batman. Ben, on ne peut pas gagner une partie comme ça, là. Tu sais, je veux dire, C'est vrai que tu sais, c'est Love et le All-American et on ne l'utilise pas. Alors, je ne comprends pas. Puis CJ Carr, jamais je vais lancer la pierre. Tu sais, il a connu une deuxième demi. J'étais le premier dans le groupe, dans le chat, à dire il serait peut-être temps de retirer Carr. Si on ne veut pas le brûler, c'était pour le protéger. Et même dans ma tête à moi, je pensais même pas mettre Mitchie. J'étais rendu à amener Buckner, rendu là, là. Si c'est pour être un massacre, aussi bien amener Buckner et Buckner va courir. Parce que quand je voyais qu'on essayait de faire courir CJ Carr comme s'il était Riley Leonard, euh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends qu'on veut surprendre l'adversaire. Hey, écoutez, on a l'impression des fois qu'on a fait des choix de jeu juste pour impressionner les coachs qui sont convertis en journalistes sportifs, qui vont dire hey, il est-tu intelligent, Dan Brock, d'avoir pensé? Personne n'a réfléchi à cette stratégie-là de faire courir CJ Carr. Mais pourquoi personne n'y a pensé? Parce qu'il est trop petit. C'est pour ça que personne n'y a pensé. Parce qu'on sait que ça ne fonctionnerait pas. Alors, l'idée de faire courir Carr, parce que si on regarde les statistiques aujourd'hui, CJ Carr a couru 11 fois pour 16 yards. ouais. Jeremiah Love a couru 10 fois pour 33 yards. Est-ce que c'est normal que Carr ait une course de plus que Love? Aucune logique. Aucune logique. Et tout ça pour une belle moyenne de 1,5 yards par portée. Alors donc, tu ne peux pas gagner à jouer comme ça.
Puis tu n'aides pas ton quarterback non plus. Mais chapeau quand même à Carr pour la deuxième demi, d'être revenu dans la partie. Mais le mal était fait. Le mal était fait. On n'était pas prêt. On n'avait pas le feu dans les yeux. Et retenez ça si vous regardez à nouveau la partie sur YouTube. Le nombre de fois que l'agressivité qu'on reconnaissait à Notre-Dame, la physicalité surtout, l'aspect physique du jeu qui était la force contre Ohio State, Penn State surtout et Georgia, c'était totalement absent dans ce duel-là. Complètement, complètement. Et comme tu le dis, donc tu le mentionnes, la deuxième mi-temps a été un peu meilleure. La première mi-temps, en tout cas du côté de l'attaque, a été très compliquée, mis à part un touchdown sur le quatrième drive du match, enfin, un peu avant la mi-temps, avec un très beau touchdown pour le coup de CJ Carr qui s'est retrouvé dans un numéro d'équilibriste, mais pourtant, c'est une pression de 3 joueurs qui arrivent. On a 5 joueurs de ligne offensive. Ils se retrouvent à devoir euh, partir en improvisation à partir de 2 secondes sur le jeu, et au final il trouve Micah Gilbert seul dans la end zone sur une très belle passe à l'aveugle. Je pense que tu as vu t'as vu le Oui, ralenti également, où c'est franchement un lancer de très grande classe, et on voit que ça a bien fonctionné. Les défenseurs de Miami tombaient dans la feinte, et ce touchdown et ce quatrième drive du match à ce moment-là sont la seule chose qu'on peut se mettre sous la dent du côté de fans de Notre-Dame à la mi-temps. Mais voilà, c'est pour le moins pas rassurant, parce qu'on l'a non. vu que malgré ce touchdown, il y avait encore justement, c'est sur ce drive-là que Jadarian Price fumble sur deuxième et goal, et voilà, et ça a demandé un numéro d'équilibriste à Riley Leonard, à CJ Carr, pardon, pour marquer ce touchdown. Donc, bon. C'était magnifique, là. C'est un jeu magnifique. Mhm. Mais je ne veux plus revoir ça cette année. Parce que ce jeu-là, 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas et ça se termine avec un sac du quart et on est 25 yards en arrière. Parlez-en à Shardle Sanders, qui a bâti sa carrière à Colorado, à reculer de 15-20 yards pour protéger ses statistiques, pour avoir l'air d'avoir un bon pourcentage par la passe, qui était continuellement en arrière. Et pourquoi Colorado ne gagnait pas plus, même si on a retiré son numéro. Mais je pense que Shardle Sanders, on va retirer son numéro par tout ce qu'il va faire. Les Browns sont avec de le retirer d'ailleurs à Cleveland, puisqu'il a fait il a fait l'équipe. Mais il a bâti sa carrière à ça, à penser à ses statistiques. Je ne dis pas que Carr ce n'était pas ça la raison, mais j'espère juste que ce type de jeu ne lui donnera pas confiance de se dire que tu peux faire ça tous les samedis, parce que je ne crois pas que ça va fonctionner contre Texas A&M, ce genre de stratégie-là. Carr, la clé, c'est pas compliqué. Il faut revenir un petit peu. Il a fait tellement des belles choses que permettez-lui un petit peu de jouer à la Jack Cone. Oui, de Mhm. rester, si la protection contre la passe fonctionne, il est capable de lancer en profondeur, arrêter les screens. Une screen- Oui, merci. c'est le fun d'une screen une fois à l'occasion, mais il a la capacité, ce que Riley ne pouvait pas faire, CJ peut Mhm. le faire. Des longues passes en profondeur pour étirer la défensive et créer des options. Parce que lorsqu'on fait le bilan de ce match-là, il faut se rappeler que Jalen Greathouse a capté aucune passe. Ouais. Ceux qui pensent que Greathouse sera blanchi toute la saison, ben, je vais vous réveiller aujourd'hui, là, il va revenir en force. Là. Et lorsque le jeu sera plus équilibré et Carr va prendre de l'expérience, bien là, attention, on a une attaque aérienne qui pourrait être dangereuse. Mais il ne faut pas abandonner notre force, qui est notre jeu au sol. Et notre jeu au sol, ce n'est pas CJ Carr. Non, 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 non. Alors, Dan Brock, arrêtons peut-être de surévaluer, d'avoir de l'air plus brillant, plus intelligent peut-être pour plaire à certains coachs des autres équipes qui analysent les parties. On veut du football de base. Je regardais le match hier entre Iowa et Iowa State. Et Iowa est arrivé maintenant en situation de quatrième jeu et un, je pense, à la ligne de 15 ou de 20. Et à 4 et 1, j'entends le descripteur de Fox, il dit qui s'en va dire, ben, il dit probablement que 99% des coordinateurs offensifs à 4 et 1, tu y vas, puis tu gagnes le premier jeu et tu continues à avancer. Mais il dit pas Iowa, c'est du Big Ten football. On prend les 3 points, puis on s'accroche, puis on espère que la défense va tenir. Ben, c'est un petit peu ça. Il faut être un petit peu prudent des fois, mais il faut se permettre de jouer un football plus de base pour maîtriser, parce que Notre-Dame, puis on en a parlé un petit peu avant la rencontre, Léo. Contrairement à d'autres équipes, Notre-Dame, à chaque début de saison, de commencer la saison avec un duel contre une équipe du top 10, j'allais Mhm. dire année après année, c'est pas toujours ça, mais Texas A&M l'année passée était 20e, en 2022, Ohio State était deuxième au pays, Ouais. Florida State en 2021. De commencer contre des grosses équipes,
Et ça ne permet pas à une équipe de faire ces erreurs-là et de se sauver que le match malgré tout. Mais je comprends Ouais. que Notre-Dame n'a pas le choix parce que Notre-Dame ne joue pas dans une conférence et des équipes qui jouent en Big Ten, généralement, vont protéger les 9 derniers matchs de la saison pour de l'intra-conférence. Alors, Mhm. les duels de choc n'ont pas le choix souvent d'être dans les 4, 5 premières semaines de la saison et c'est le cas. Texas A&M n'aurait pas affronté Notre-Dame dans un match numéro 9 ou 10 de la saison. Et c'est le défi, si on veut avoir un calendrier équilibré, que nous n'avons pas le choix des fois de débuter avec des duels, mais c'est agréable des fois que ces duels-là soient à Notre-Dame aussi. C'est pas toujours Mhm. obligé d'être sur la route. Ça nous Ouais, complexifie un peu les choses. complètement. Et donc, c'était pour la partie de l'attaque. Au niveau de la défense, donc on a commencé à le mentionner. Et puis, on a parlé de la ligne défensive et de la domination en termes d'agressivité de Miami sur Notre-Dame. On va aussi, pendant cette deuxième mi-temps, commencer à avoir un deuxième problème du côté de Notre-Dame. Un deuxième problème sur ce qu'on voyait peut-être l'élite en pré-saison, à savoir la secondaire avec des cornerbacks qui se font battre, notamment Christian Gray qui sera battu par Malakai Tony à plusieurs reprises, et Malakai Tony qui ce true freshman qui vient d'arriver à Miami, qui a réalisé un très très gros match et qui est franchement très explosif. Je sais pas toi, mais il m'a un peu fait penser à Tyreek Hill dans ce stade du Hard Rock Ouais. Stadium, dans le style, et il nous a Cook pour un premier touchdown de 28 yards, où c'était Carson Hobbs qui était en couverture, et il effectue un magnifique tracé. Et ensuite, sur le drive qui suit, Carson Beck, à nouveau beaucoup trop tranquille, distribue le jeu, et on commence aussi à manquer des plaquages du côté de Notre-Dame, jusqu'à remonter jusqu'aux 20 yards. Et je pense que vous l'avez tous vu, fans de foot universitaire qui nous écoutent, probablement l'action de la semaine de la part de CJ Daniels avec ce Ouais. one-handed catch en arrière. Donc, il bat tout d'abord Leonard Moore sur un très beau tracé où il arrive à prendre la profondeur, justement, dont on parlait tout à l'heure, et il se retrouve dans la end zone. Et ce ballon de Carson Beck, sur lequel la pression arrivait pour une fois, il a deux doigts de se faire amener au sol, mais il arrive à se débarrasser du ballon, surlance un petit peu, mais le défenseur s'étend. Et moi, ce que je me pose surtout comme question sur cette action, c'est que fait Adon Schuler? On le voit derrière avec les ballons, enfin les mains à plat, quasiment comme pour réceptionner le ballon sur un fair catch après un kick-off ou un punt. Alors que, enfin, pour moi, un safety, surtout avec la gabarit et le physique qu'il a, il aurait largement pu aller chercher ce ballon, ou au moins délivrer un hit à l'attaquant pour pas qu'il puisse se saisir de ce ballon. Et au final, il est spectateur de l'action, et à la fin de l'action, il peut juste se prendre les mains, le casque entre les mains. Et ce deuxième touchdown fait très mal à Notre-Dame, je trouve, juste avant la mi-temps. Il creuse l'écart, et commence à soulever d'autres difficultés comme notre secondaire. Oui, puis tu sais, je persiste et je signe, c'est l'absence de pression. Tu sais, je Mhm. reviens du match contre Penn State. Drew Aller, l'interception de Christian Gray en fin de partie, s'il n'y a pas de Ouais. pression, il n'y a pas d'interception. Mhm. Beck s'est amusé à découper la défensive puisqu'il avait le temps de le faire. Ça n'empêche pas que Leonard Moore, depuis son premier match contre Purdue la saison dernière, c'est probablement son deuxième pire match de sa carrière. Ouais. Il s'est fait battre également dans des situations, mais vous savez, la fraction de seconde que tu donnes peut-être au receveur pour s'éloigner, se distancer, ça peut faire toute la partie. Christian Gray sera testé toute la saison. Il s'est fait battre une bonne partie de la saison dernière. Alors, c'est une cible facile, on le sait. Oui, il y a des fois il y a des victoires. D'ailleurs, je reviens à la punition qu'il a eue à un certain moment où ce qu'il était battu, et c'est une bonne pénalité. Des fois, il vaut mieux donner 15 yards que de donner Ouais. 60 et de donner un touchdown. Mais on en revient que si la pression est là, ben, les passes sont moins précises. S'il n'y a pas de pression, ben, Beck peut placer ça où ce qu'il veut. Un quarterback de cette expérience-là, quand même, je me pose même la question, interchanger peut-être juste les lignes offensives euh, d'une équipe à l'autre dans ce match-là, et on a un résultat fort différent. Complètement. Et donc, on se retrouve à la mi-temps de ce match avec un score de 14-7 pour Miami, avec
le sentiment voilà, d'une équipe de Miami qui domine à la fois sur le terrain dans l'intensité et également dans le play calling du côté de Notre-Dame. Il y a uniquement un bon drive offensif à se mettre sous la dent qui se finit sur un miracle et Oui. c'est bien trop peu. Et donc, J'allais oui. rajouter des longues possessions aussi, c'est-à-dire que Miami garde le ballon longtemps et Ah ouais, épuise la défensive. Et ça aussi, ça nous a fait mal en deuxième demi, de voir peut-être cette attaque qui contrôlait le cadran. On voyait les secondes dégringoler et ça appuie sur une défensive. Je comprends qu'on a quand même beaucoup de rotation, beaucoup de joueurs, mais Miami s'amusait à Notre-Dame. Et malheureusement, des fois, c'était de la faute de Notre-Dame. On a parlé de l'aspect physique, la capacité peut-être, la yard supplémentaire qui était gagnée, je ne sais pas par négligence, mais parce que l'intensité n'y était pas, ben, ça finit par faire mal des fois en situation de troisième jeu et deux au lieu d'être peut-être un troisième jeu et six. Ça change toute une dynamique. complètement. Et du coup, comme on espérait un petit peu les saisons, enfin la saison dernière, on s'attendait à ce que le coaching staff profite de la mi-temps pour faire des ajustements et trouve des réponses aux défis proposés par Miami pendant cette première mi-temps. Et no spoiler, on n'aura pas forcément trouvé toutes les réponses. La deuxième mi-temps débute sur un drive de la part de Miami et donc notre défense se retrouve, enfin, recommence à se faire dominer puisque ce premier drive de la deuxième mi-temps se finira par un touchdown à la course dans une mêlée où voilà, comme tu le disais, on sent la domination de Miami et on est capable de la voir physiquement sur le terrain. Et sur ce premier drive, on est dominé au sol et dans les airs. Et derrière le premier drive offensif de cette deuxième mi-temps, j'avais beaucoup d'espoir, notamment après le premier touchdown de Miami sur cette deuxième mi-temps, parce que le score est du coup passé de 21 à 21-7. Malheureusement, c'est un free and out désastreux. Vous pouvez aller voir mon tweet que j'ai envoyé à ce moment-là. C'était très compliqué. Donc voilà, sur les premiers drives, en tout cas offensif et défensif, on n'a pas senti de grands changements et de grandes évolutions. Et c'est justement à ce moment-là, toi, que tu pensais peut-être déjà à ce qu'il fallait préserver CJ Carr Oui. et penser sur passer sur le match suivant. C'est pas loin de ce moment-là, personnellement, où j'ai commencé à m'endormir et à voir qu'une action sur deux, peut-être. Parce que ouais, je vous avoue que le match a été long, franchement, c'était. Enfin, je sais pas à quelle heure il s'est fini, mais moi, je me suis endormi à 4 heures et le début de la deuxième mi-temps. C'était assez rude en plus pour un dimanche soir avec le début de semaine qui suivait. C'était compliqué en tant qu'Européen d'aller jusqu'au bout, surtout ce qui était proposé jusqu'à ce niveau-là par Notre-Dame. Heureusement, je pense que tu vas pouvoir nous en parler. On a quand même vu finalement une réaction et un quatrième carton plus satisfaisant de Notre-Dame qui a réussi à revenir dans ce match avec quelques big plays, notamment d'Ilaira Ridon. Euh, mais, euh, mais malheureusement, Notre-Dame s'est retrouvé à être un petit peu court sur la fin du match. Oui, cool. Puis, tu sais, dernière parenthèse, c'est promis pour la défensive. Vous savez, en situation de couverture défensive, lorsqu'on joue du homme à homme, Carson Beck a complété 7 passes sur 14, incluant 2 touchdowns. Lorsqu'on on jouait en couverture de zone, c'est 13 en 16 pour Carson Beck. Alors, la couverture de zone ne fonctionnait pas. Euh, Lorsque vous avez un haut volume de passes complétées, parce qu'on a senti en deuxième demi aussi que Miami essayait encore là de jouer le cadran et prenait un petit peu moins de chance dans le jeu aérien et un style de jeu plus prévisible qui a peut-être aidé la défensive de Notre-Dame quand même. Mais lorsqu'on a eu Mhm. besoin de cette défense, c'est pour ça qu'on s'entend pourquoi que Notre-Dame a perdu. Ben, c'est l'incapacité de prendre le rythme en attaque au début de la partie. Mais lorsque la défensive avait besoin du gros jeu, l'arrêt important, ben cet arrêt-là n'arrivait pas. Et Miami avait toujours une lecture d'avance, un jeu d'avance peut-être sur Notre-Dame. Et c'est ce qui a fait mal. Parmi les bons points, tu l'as dit, CJ Carr, 19 en 30, 221 yards.
ce n'était pas parti pour ça. Là. Quand j'ai écrit le tweet que retiré Carr, je me posais la question s'il allait battre la performance de Drew Pine contre Clemson, qui avait gagné avec moins de 100 yards dans les airs. Finalement, ben, c'est rassurant ce qu'on a vu de Mhm. CJ Carr. Euh, mais encore là, c'était une attaque qui n'était plus équilibrée. Euh, L'élément qui m'a. Ben, je vous dirais, c'est la dernière fois là, qu'on parle en mal de ce match, alors on va se gâter une dernière fois, on va se faire plaisir. Euh, OK, c'est 27-24, il reste très peu de temps au cadran. Euh, CJ Carr gagne un premier jeu. Si je me rappelle bien, c'est une longue passe quand même et on avance peut-être à la ligne de 35-40. Et personne, et je ne blâme pas Carr, mais personne dans tout ce coaching staff-là se dit CJ, lance le ballon à terre, arrête le cadran, on va préparer le prochain jeu et on va réfléchir. On a 40 secondes pour réfléchir sur la prochaine stratégie. Mhm. Non, on s'installe derrière la pochette protectrice, on part et là, ça part, on se fait plaquer en arrière, on perd et le cadran commence à défiler, la panique s'installe. Mais là, je comprends que je ne blâmerai pas CJ Carr, mais c'est de la base du football que quand tu es à l'intérieur de tes 2 dernières minutes et tu as plus ou moins de temps d'arrêt, de time-out pour arrêter le jeu, ben, tu es prêt à sacrifier un jeu pour arrêter le cadran, pour te donner une chance, Mhm. surtout lorsque ton jeu aérien prend du rythme de cette façon, mais de bien réfléchir, de bien exploiter. euh, Honnêtement, on a mal joué. Puis je blâme pas Carr. C'était à Freeman, c'était à Denbrock, c'était à n'importe qui à dire time out, Ouais. ou bien lance le ballon au sol, lance le ballon au sol. Ça m'a échappé. Tu sais, c'est peut-être des erreurs qu'on appelle peut-être de débutants, mais écoute, même au high school, tu sais, c'est le même type de football. Ou encore là, Dan Brooks, il dit hey, on va les surprendre cette fois-ci en ne lançant pas le ballon au sol, puis en misant sur un ballon en profondeur. Mais c'était risqué. Là, ce qu'on avait besoin, c'était de se rapprocher pour égaliser dans un vrai. C'était surtout ça là, l'objectif. Et on n'était Ouais. pas si loin que ça de se rapprocher de cette cible-là, mais là, tout s'est gâché à la toute fin. Euh, Bravo à Miami. On l'oublie. Je vais parler des 7 phases tantôt du deuil. On se reconstruit. Ça a été une semaine difficile, je vous dirais pour ma part, moi qui aime beaucoup suivre l'actualité de Notre-Dame. Sans dire qu'il a fallu réfléchir, prendre un peu de recul là pour voir la suite de ce calendrier parce que honnêtement, c'est une défaite qui fait excessivement mal. Il fait effectivement mal, mais comme tu le dis, si Jekar a quand même réussi à finalement survivre, parce que dans cette deuxième mi-temps, donc il y aura un touchdown à la poste vers Jordan Faison sur un jeu plutôt bien appelé. Il marquera également un touchdown à la course sur un QB draw et malheureusement sera victime d'une interception, mais qu'on ne peut pas trop lui compter ou lui accréditer parce que c'est vraiment un cafouillage sur lequel il n'est pas tant responsable que ça. Comme tu l'as dit, Notre-Dame a donc fini par perdre ce match 27-24 dans les toutes dernières secondes. Euh, à la suite de cette défaite, le classement a été mis à jour et Notre-Dame est, si je ne me trompe pas, monté à la neuvième place du Oui, classement. 9e place et le numéro 10 a perdu hier. Ok. Eh ben, c'est... Alors, 9e place, c'est une position confortable. Puis là, hey, c'est n'importe quoi ce que je vais vous dire. Alors, si vous écoutez et vous vous dites, bon, il dit n'importe quoi, vous avez raison. Mais c'est pas mauvais de ne pas terminer dans les 4 premiers. Moi, j'aime beaucoup surtout que Notre-Dame ne joue pas de match de conférence, d'avoir ce week-end de bye. Là, vous allez me dire qu'il est tôt, là. On est 0-1 pour parler déjà des playoffs. Mais d'avoir un week-end de bye et de jouer un match sur ton terrain à domicile comme on a joué contre Indiana pour se préparer pour la suite des choses, ce n'est pas la fin du monde comme Mhm. défaite. C'est ce que je cherche à vous exprimer. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça va être une saison quand même très intéressante. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Hey, Alabama a perdu contre Florida State. Ouais, Il y a eu des drames, là. Il y a eu des c'est Florida ça. perdus contre South Florida. Il y a eu des drames dans ces 2 premières semaines, là. L'impact de cette défaite en première semaine dans un déplacement comme ça, dans un duel du top 10, est finalement que très mesuré. Et donc voilà, la saison n'est pas du tout gâchée. Et, euh, et voilà, je pense que c'était peut-être une petite cartouche que Notre-Dame avait, que voilà, on vient d'utiliser.
il va pas falloir utiliser la deuxième cartouche de trop vite, si possible, pas le week-end prochain pour la réception de Texas A&M dans ce deuxième duel d'équipes classées en 2 semaines pour Notre-Dame. Ce que je te propose, c'est qu'éventuellement, on passe à la préparation de ce match face à Texas A&M. Texas A&M qui est actuellement classé 19e à la week 2, après avoir gagné donc, leur premier match de la saison dans une réception face à UTSA, dans une victoire plutôt large pour, euh, pour Texas A&M 42-24, avec déjà de bonnes choses à souligner et de bons points à relever. Et des moins bonnes aussi. Et des moins Et des bonnes. moins bonnes, et des On moins parle bonnes de aussi. c'est le premier duel de la saison, là, ce qui est frappant lorsque vous regardez, c'est que UTS, Université du Texas à San Antonio, hein, si je ne me trompe pas, Mhm. ont réussi à gagner 170 yards au sol contre Texas A&M. Ils ont généré quand même là, 373 yards en attaque contre 399 pour Texas A&M. Alors, ne pas se fier au pointage, c'était plus serré qu'on pense, Ouais, ce qui est une surprise parce que Texas, San Antonio, on s'entend, c'est un programme qui aimerait avoir des ambitions, qui joue dans un stade magnifique, qu'un stade qui sert plus à des événements. C'est là que vous voyez des fois, je pense, si vous suivez le high school, un peu le match des étoiles, Army, S-Ouest, c'est toujours à San Antonio que ça se joue. ok. Immense stade de 60 000 sièges, la difficulté à le remplir à 22 23 000. C'est souvent des rejets des grandes universités du Texas qui aboutissent à Texas, San Antonio. Mhm. Mais d'avoir réussi quand même tu sais, Texas A&M, rappelons-nous, certains spécialistes les voyaient dans le top 15, dans le top 10. Ça aurait dû être une victoire écrasante. Alors, il y avait Ouais, quelques signaux d'alarme parce que Texas A&M, si on y revient, leur force, ce sera la ligne offensive où est-ce que tout le monde qui a joué la saison dernière est de est retour. revenu. Ouais. Une attaque au sol avec Le'Veon Moss ainsi que Marcel Reed comme quarterback qui a la Ouais. capacité de courir. Mais je regardais le match d'hier parce que j'ai regardé contre Utah State. Utah State, hier, oui, ne vous fiez pas au pointage, mais après une demi, c'était beaucoup plus serré qu'on pense. Et je comprends que Utah State, c'est une équipe qui est largement en reconstruction. Là. Les attentes pour Utah State, c'était très, très, très minime cette année. C'est avec le nouveau coach, l'ancien de BYU, Ouais. qui a eu, qui était la Bronco Mendenhall, qui était à Virginia également, qui essaie de reconstruire cette équipe-là avec un Bryson Barnes qui complétait 50% de ses passes. C'était de la destruction demain qui était prévue dans ce duel-là. Puis finalement, à la demi, on avait un duel qui était quand même serré. Mais on a vu le talent. Et je ne vous parle même pas de Ruben Owens, joueur de deuxième année, qui était une recrue quand même de haut niveau lorsqu'il avait été recruté. Je pense que c'était le meilleur running back disponible la saison dernière. Mais pas en 2020. Lorsque la saison 2024 a débuté, c'était sa première année et c'était le running back le plus en vue des high school la saison précédente. Alors, vous regardez, ils ont une attaque au sol bien installée. Kevin Conception, ancien wide receiver aussi de NC State, qui s'est greffé à cette équipe-là, qui est de loin Ouais. le meilleur receveur de l'équipe. Alors, c'est une attaque qui est dépendante de Marcel Reed, qui est capable du meilleur comme du pire. Complètement. Euh, il peut vous battre avec ses jambes, il peut lancer le ballon, mais Marcel Reed n'est pas régulier. Alors, quel Marcel Reed va se présenter à South Bend dans un environnement où est-ce que je ne m'attends pas à avoir un public pro-Texas A&M lorsque Georgia est venu jouer à Notre-Dame il y a quelques années? J'espère pas ça. Non, surtout que tu seras là, Léo, puis on va en parler un petit peu plus tard. Tu vas être sur place. En défense, ben, surveiller Albert Regis, le D-tackle, ainsi que Howell comme des end aussi, qui met beaucoup de pression, qui sera surveillé. Un excellent middle linebacker avec Torian York et un bon cornerback également, Will Lee. C'est pas, probablement avec la O-line, là, je vous dirais là, peut-être les 8-9 joueurs clés de cette équipe
coaché par un Michael Cole, l'ancien de Duke, qui est une bonne tête de football quand même, et Colin Klein, qui est le coordonnateur offensif. Si ce nom-là vous dit quelque chose, c'est l'ancien coordonnateur offensif de Kansas State. C'est sa deuxième année à Texas A&M. Alors, la saison dernière, on sentait que Wingman, c'était moins son type de quarterback. Euh, Klein, c'est des attaques. Rappelez-vous les belles années de Kansas State, là. Énormément au sol, un quarterback qui peut courir, puis on vous surprend des fois avec un gros jeu, avec un receveur dans la slot, quelque chose comme ça. C'est son type d'attaque quand même, des équipes qui sont généralement là, qui vont gruger le terrain au sol, qui vont descendre le cadran. Mais Texas A&M, c'est malheureux, mais tu l'as bien dit tantôt, Léo, ça passe ou ça casse. Si Notre-Dame perd ce deuxième match-là, et je vais même avec une prédiction, si jamais Notre-Dame perdait et que la ligne offensive n'était pas meilleure, ben, je pense que les jours de Rudolph à Notre-Dame, c'est sa dernière saison. On est rendu là. OK. Parce que avoir une ligne offensive qui n'évolue pas, qui fait des erreurs. Puis il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour vous décrire ce qu'il y en est, mais on parle beaucoup de trucs à coacher. L'utilisation des bras, du mouvement du jeu de jambes, où est-ce que les tackles se mettent en position vulnérable un peu contre la défense. C'est des choses qui sont Mhm. coachables. C'est pas une question de talent, mais beaucoup plus de coaching. Euh, Rudolph fait un travail honnête. Si on se rappelle que Coach Quinn qui était là avant Harry Easton, c'était catastrophique. Mais Easton a amené une ligne offensive. Tu sais, si Easton avait eu cette ligne offensive-là, on aurait une ligne d'un autre niveau en termes d'efficacité. Je ne veux pas lancer la pierre à Rudolph parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis là aussi, mais clairement, ça ne livre pas. Puis l'autre point qu'on s'est dit tantôt, ben, notre coordinateur défensif, tu ne peux pas nous sortir un match aussi catastrophique que contre Miami. Tu sais, on sait très bien que Notre-Dame, si Notre-Dame donne 27 points à l'équipe adverse, on ne peut pas gagner. Mhm. Ce n'est pas notre jeu. On était la meilleure défensive la saison dernière contre la passe et on s'est fait détruire Ouais. contre Miami. Il y a quelque chose qui a changé. C'est pas les joueurs. Si tout le monde devient soudainement moins bon, ben, c'est pas de la faute de tous les joueurs. Il y a quelque part quelqu'un qui les a mis dans cette situation-là. Ouais, complètement. Il va falloir, pour Notre-Dame, proposer un gameplay totalement différent, puisque, comme tu l'as dit, du côté de Texas A&M, on a quand même de très bons joueurs, notamment au poste de receveur. Tu as soulevé Casey Conception, mais moi j'ai aussi trouvé que Mario Craver, le Oui, numéro 1, et Terry Bussey, numéro 2, sur le deuxième match face à Utah State, ont montré de très, très belles choses. On les a aussi vus, ces trois joueurs, sur équipe spéciale, sur retour de kick-off et de punt, où j'ai trouvé Texas A&M capable à plusieurs reprises sur ces deux premiers matchs, démarrer avec des bonnes positions sur le terrain leur drive. Euh, donc ouais, il va falloir que Chris H arrive à préparer un game plan différent et plus efficace face à Texas A&M, en ciblant les forces de cette équipe, comme tu l'as dit, de bons running back, un quarterback différent dans le style de Carson Beck. Carson Beck était un quarterback vraiment de poche, là où Marcel Reed est capable beaucoup plus, et on l'a vu le faire plusieurs fois sur ses premiers matchs, de sortir de sa poche pour aller gagner des premières tentatives. Euh, et mais ça va hey, être un... puis je Ouais, prends le match d'hier. Regardez juste les points par quart. C'était 10-6 après un quart entre Texas A&M et Utah State. 20 points au deuxième quart pour Texas A&M contre 0. Le match s'est joué là. Troisième ouais. quart, 8-7 en l'avantage de Utah State. Et quatrième quart, 8-7 en l'avantage de Utah State. En deux mots, il n'y a que le deuxième quart qui a détruit la partie. Alors, ne laissons pas Texas A&M connaître un gros quart et se sauver avec le match. C'est un petit peu ça la clé. Tu as parlé tantôt de Marcel Reed qui n'a pas complété la partie. D'ailleurs, on a embarqué un freshman de première année qui s'appelle Miles O'Neill, 3 en 5. Alors, ça a comme changé un petit peu la dynamique. Voilà pourquoi je ne porte pas attention pour le troisième et quatrième quart. Mais Reed peut vous battre à lui seul. Encore hier, l'attaque au sol de Texas A&M, 5,2 yards par course. Ben ça, vous avez juste à courir deux fois, puis vous avez un premier jeu. Là. Fait que Ouais. faut contrôler les tranchées. Et on n'en a pas parlé, mais la bataille des tranchées, autant en défense qu'en attaque, Miami les a gagnés dans le dernier match. On Mhm. ne veut pas que ça se Complètement. reproduise. J'espère que cette semaine de repos
n'a pas été du repos et qu'on est allé chercher cette énergie et ce feu qui nous a manqué cruellement dans le premier match. Tout à fait, j'espère ça parce que comme tu l'as dit, j'y serai la semaine prochaine à South Bend pour cette réception de Texas A&M et voilà, bien que ce sera une atmosphère complètement folle, quoi qu'il arrive, j'ai pour le moment un palmarès composé uniquement de victoires lorsque j'ai vu Notre-Dame en Oh! vrai. J'ai pas envie que ma série s'arrête aujourd'hui. On est sur 2 victoires. C'est la première fois que je vois une autre équipe en vrai que la Navy. Donc après, on reste dans les universités militaires, donc je me dis qu'il y a peut-être encore un petit peu un côté de superstition qui peut continuer de ce côté-là. Mais j'espère surtout qu'au-delà de la superstition, Chris H et toute l'équipe arriveront avec les idées bien claires pour faire la différence et dominer cette équipe de Texas A&M, Texas A&M, pardon. Et Léo, parle-nous-en, là, parce que là, toi, je sais que ta famille quitte en début de semaine euh, en direction de South Bend, Indiana. Dans le fond, le vol, pour situer les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas habitués, Mhm. on arrive à Chicago. C'est Ouais, l'aéroport O'Hare, j'imagine, c'est le gros aéroport international. Euh, tout à fait. Fait qu'on arrive de là. Toi, ton départ est prévu pour quelle journée? Donc moi, je pars jeudi, donc je me trouve en ce moment à Hambourg et donc j'arriverai également directement à Chicago O'Hare et des membres de ma famille seront déjà sur place depuis quelques jours et ils profitent de cette occasion pour visiter un peu Chicago et donc on a loué une voiture et ils me récupèrent à l'aéroport quand j'arrive et ensuite on a environ 2 heures de voiture pour rallier South Bend depuis Chicago et pouvoir voilà, être sur le campus de Notre-Dame. On a de la chance là-bas de pouvoir être accueilli par la famille de l'ancien colloque de mon père lorsqu'il était étudiant à Notre-Dame. Et donc, on va vraiment être en immersion c'est des grands fans de Notre-Dame. Et ils ont un très grand camping-car pour le tailgate sur le parking avant le Wow! match. Donc, des souvenirs que j'ai de la première fois qu'on y a été il y a 12 ans, c'était une expérience de fou. Et là, voilà, je suis très excité. Et donc, je pars le jeudi. On devrait arriver à South Bend jeudi en fin de journée. Le vendredi, on a forcément une visite du campus de prévu avec tous les incontournables, que ce soit la bibliothèque, le dôme doré, la grotte, enfin vraiment un bon programme. On a également une visite du tunnel par lequel entrent les joueurs de prévu. Voilà, je vais m'attacher à bien euh, enregistrer tous ces moments en faisant des vidéos et en partageant tout ça sur les réseaux sociaux de Bleu et d'Or at Notre-Dame France sur Twitter. Et ouais, ça va être une très belle expérience avec le match de samedi qui sera l'apothéose de ce week-end. Et l'avantage que tu as, parce que normalement, South Bend, Chicago, c'est peut-être 1h20 de route en distance si Mhm. vous êtes dans le centre-ville de Chicago. Mais la route est nettement plus longue si vous décidez de quitter le samedi matin pour vous diriger au tailgate parce qu'il y a Ah bah énormément de ouais. trafic qui se dirige vers South Bend. Et là, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que le camping-car sera positionné sur le stade déjà dès vendredi soir? Est-ce que vous le stationnez déjà là ou on ne peut pas y avoir accès ou comment ça fonctionne? Je t'avoue que je sais pas, la première fois que j'y étais, c'était il y a 12 ans, j'avais 10 ans, donc OK. j'ai des souvenirs et puis j'ai des photos, mais voilà, je me souviens plus vraiment comment ça s'était passé niveau organisation, mais c'était vraiment dans mes souvenirs, les camping-cars tu sais, dépliables là, Ah oui. donc vraiment l'américaine, hyper impressionnant et je pense que voilà, ils ont toujours, parce qu'ils habitent à South Bend vraiment et ils sont originaires de là-bas, donc ils sont season ticket holder à la famille de mon coloc, enfin du coloc de mon père, et donc c'est vraiment une super expérience. Ils sont là tous en famille, et puis ils ont aussi leurs habitudes avec tous les gens, donc ça va vraiment être un super week-end en immersion, et j'ai vraiment hâte. Et c'est ce qui est particulier parce que l'extérieur du stade devient une ville lorsque c'est jour de Oui. match pour vous situer. Tu sais, puis moi, j'ai fait l'erreur, contrairement à toi, la dernière fois que je suis allé, j'avais pris une voiture de location à Chicago, j'avais gardé mon hôtel à Chicago et malheureusement, le centre de location pour voiture ouvrait à 8 heures le matin. Alors, le temps de se présenter, le départ était pour 8 heures et le match était prévu à 15h30 en après-midi. Mhm. Ben, juste de récupérer ma voiture à 8 heures,
comme je vous racontais, le trajet était beaucoup plus long. À l'époque, moi, c'était Michigan qui visitait Notre-Dame. Alors, vous aviez OK. des voitures aux couleurs de Michigan qui vous dépassaient un peu sur l'autoroute pour vous rendre à South Bend. Et lorsque je suis arrivé, ben, il y avait déjà trop de monde. C'est-à-dire que là, on improvise des terrains pour inventer des stationnements. Et Ouais, là, vous avez même un genre de transport en commun, des bus qui se déplacent, qui peuvent vous amener au stade, même si vous êtes situé peut-être à 3 kilomètres peut-être du stade. Si vous êtes sur le campus quand même, vous pouvez vous promener. Et là, il y a de l'improvisation, là. Si vous êtes un peu festif, il y a moyen de s'intégrer dans toutes sortes de tailgates. C'est ce qu'on avait fait. On est arrivé là sur le champ, vous arrivez, vous pouvez payer quelqu'un, il vous invite à son tailgate et vous pouvez manger avec eux et vous excellent. socialiser à gauche et à droite. L'atmosphère est extraordinaire. Mais je ne sais pas si c'était comme moi, Léo, il vient un certain moment où est-ce qu'on a l'excitation et on a hâte d'être dans le stade et souvent on va rentrer une heure d'avance, même si on a vu des joueurs faire la petite parade un peu pour se promener, pour rentrer dans les vestiaires et on a vu l'orchestre symphonique aussi et tout ce qui est festif autour, de prendre cette fameuse photo du touchdown Jesus aussi avec les bras dans les Ouais. airs, tous les classiques qu'on peut faire sur le terrain de Notre-Dame, d'aller dévorer les boutiques parce que là, vous avez des offres de produits que vous n'avez pas sur le web. Les fameux vêtements, quand vous trouvez. Elle est donc bien belle, la veste de Marcus Freeman. J'aimerais ça la trouver. Mais des fois, vous trouvez des vêtements exclusifs sur le campus que vous n'avez pas sur le web. Fait que, tu sais, c'est un paradis. J'ignore quel est ton budget en récompense ou en vêtements ou en souvenirs, mais je pense qu'il y a de quoi s'amuser, là. C'est un jardin d'enfants. Ah bah oui, complètement. Et puis, le truc sur lequel je suis aussi content, c'est que c'est un match de fin de journée. Il sera 19h30 à South Bend pour le match. Donc, il prévoit déjà beau et chaud toute la journée à South Bend. Et donc, ce sera l'occasion parfaite pour pouvoir profiter toute la journée de cette ambiance d'avant-match. Je vais vraiment essayer d'en profiter au maximum et immortaliser un maximum de moments et les partager avec nos followers sur Twitter. Et j'ai hâte, ouais, je pense que le temps, je publierai sur Twitter le temps passé dans le bookstore avec ma famille à acheter des souvenirs. Et voilà, donc en tout cas, on se retrouvera la semaine d'après pour du coup ce débrief de ce deuxième match face à Texas A&M pour lequel on a pas mal d'attentes. Et comme on l'a précisé, tomber en 0-2 pour Notre-Dame, bah, c'est simple. Toi comme moi, on a pronostiqué une saison à 11-1, donc On on est a correct. déjà, on a déjà utilisé notre joker. Donc il faudrait pas commencer cette saison en 0-2. D'ici là, n'hésitez pas donc à nous suivre sur Twitter, @Notre-Dame France, de bleu et d'or pour suivre tous les contenus que je vous partagerai de mon séjour à Notre-Dame. Tu voulais rajouter, oui, quelque chose, Christian? Oui, ben, deux petits points terminants. Dans le Mhm. Varia, peut-être à nos sujets, on aime ça déborder un petit peu de Notre-Dame et de Ouais. parler de football de collège. On a la passion. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez un gros week-end de football, même si les duels n'étaient pas si exceptionnels ce week-end, on a eu des belles surprises. Mais avant de parler des parties, Nick Saban, euh, qui est allé d'une déclaration quand même intéressante, qui a soulevé le point que progressivement, le NIL donnait un avantage au Big Ten plutôt que la SEC. Il défendait la force de la SEC par la situation géographique, ce qui est vrai qu'un excellent bassin de joueurs dans le sud qui traditionnellement alimentait ces équipes-là et leur permettait d'être une puissance et que soudainement, ces joueurs-là se font acheter, ils vont jouer pour les dollars, ils vont suivre des programmes peut-être comme Ohio State où on a vu cette année le quarterback de Michigan, Underwood aussi, qui est un joueur qui coûte cher. Selon ce que j'ai compris, on parle d'un contrat à 10 millions. Ouais. Euh, donc, cette réalité-là irait en l'avantage de la Big Ten. Le seul point que je voulais juste commenter là-dessus, tu sais, il n'a pas tort, c'est bien que le NIL, mais Georgia payait énormément, pas Georgia, mais le SEC payait ses joueurs. La SEC a toujours eu une tradition de payer même avant que ce soit légal. Même aussi Ah le bon? niveau même le niveau économique, pas économique, mais le niveau des écoles aussi du SEC. euh, c'est souvent le taux de diplomation est beaucoup plus faible. C'est des usines de joueurs de football. Oui, les deux dernières saisons,
c'est le champion dans la Big Ten. Et là, je le sais, si vous avez regardé dernièrement le documentaire sur la SEC sur Netflix, on parle de tout sauf du fait que c'est la Big Ten qui a gagné les 2 championnats nationaux. À les entendre, ce n'est jamais arrivé. Le SEC gagne continuellement. Oui, il y a plus de parité au football de collège, c'est bon. Est-ce que c'est tout bon ce qui se passe? Le NIL, la façon que c'est fait, il y a du bon, il y a du moins bon. Oui, ça rééquilibre un petit peu davantage les choses que de voir des choses qui étaient peut-être plus cachées auparavant. Euh, Ce que j'aime moins un jour qu'on devra réfléchir, moi, c'est la règle des transferts. Je pense encore qu'un joueur ne devrait avoir le droit de transférer, mais devrait s'asseoir une saison lorsqu'il transfère, à moins d'avoir gradué. Pour forcer le joueur à graduer, et surtout que Ouais. c'est facile. Je regardais Nico jouer à UCLA, mais quelle tristesse. Tu sais, lorsqu'on parle de tête brûlée, de joueurs qui n'ont suivi que ses instincts, le portefeuille, et là qui se retrouvent avec UCLA qui s'incline contre UNLV hier en fin de semaine pour une deuxième défaite consécutive. Tu sais, c'est ce que ça crée l'argent. Puis vous savez, dans la réalité, dans un monde d'adultes, ben, des employés, peu importe dans le domaine où vous travaillez, que leur motivation, ce n'est que l'argent. Il n'y a aucune autre motivation que ça. Ben, traditionnellement, ces employés-là vont vous quitter pour les mêmes raisons. Alors, méfiez-vous d'un joueur que sa motivation principale est de venir gagner des sous, de gagner de l'argent. Ouais. Dès qu'il y a une meilleure opportunité, il va aller jouer ailleurs. Et c'est un petit peu ce qui est malheureux dans le football actuel qu'on connaît, qu'on devrait réfléchir à régulariser le tout. Est-ce qu'un partage des revenus est la solution? Absolument pas. Euh, je ne veux pas voir une équipe comme Stanford profiter du partage des autres équipes parce qu'eux ont fait des choix de ne pas investir dans leur programme de football. Et ils sont radins en bon français, c'est-à-dire qu'ils font attention. Est-ce qu'on veut récompenser ces équipes-là qui ne font pas l'effort de démontrer le sérieux de développer? Rappelons-nous, une certaine époque, Notre-Dame était comme ça. On n'investissait pas dans les infrastructures, on ne faisait pas les efforts pour avoir les meilleures installations, les meilleurs coachs. Les coachs à Notre-Dame étaient moins payés parce qu'ils coachaient à Notre-Dame. C'était la fierté qu'on allait chercher. Je le regrette, vous dire que Charlie Weiss ne disposait pas du même budget que Brian Kelly ainsi que Marcus Freeman si je compare aux autres équipes. Et il perdait ses coordonnateurs pour ces raisons-là. Donc, de voir Saban qui arrive avec des déclarations de la sorte, oui, le football devrait être réfléchi parce que, dans mon sens, c'est un petit peu trop professionnel pour moi présentement. Je Ouais. m'ennuie du côté amateur. Je regardais Iowa State hier. On l'appelait le Super Bowl de l'Iowa. C'est beau de voir des rivalités, de voir ces équipes-là que les deux savent très bien qu'ils ne gagneront pas le championnat. Ces deux équipes-là le savent très bien, mais ce qui compte, c'est de gagner ce duel-là. Ouais. C'était la beauté. Mais si je fais le bilan, parce qu'on a quand même quelques semaines de passé, je vous avais dit que Stanford était nul. Stanford est très, très nul. C'est catastrophique. Purdue est à 2-0, ce qui est intéressant quand même. Ouais. Tranquille. On avait pensé qu'elle allait avoir une progression du côté de Purdue. Navy, toujours invaincu encore aussi à 2-0. Du côté de Navy, c'est une belle surprise. NC State, présentement, est à 2-0 également. C'est des équipes que l'on va jouer un petit peu plus tard. J'ai regardé Louisville aussi, qui a une équipe intéressante Ouais. ce week-end à 2-0. Fait que si on regarde est-ce qu'on joue Louisville cette année? Je pense que oui, hein, si je ne me trompe pas. J'avais en J'ai tête. j'ai un doute, il me Non, semble. je ne pense pas qu'on joue Louisville. On joue Pittsburgh. On joue Pittsburgh à 2-0. Et Ouais. Boston College hier qui a échappé le match en prolongation contre Ouais. Michigan State. Mais 1-1 Boston College, fait que c'est quand même intéressant. Et Syracuse, 1-1. Syracuse, hier, notre Steve Angeli, qu'on aime des fois de temps en temps parler, hier, il a connu un solide match avec plus de 400 yards. Et pauvre joueur, il n'y a aucune attaque au sol à Syracuse. Il est Ouais. laissé C'est tout dur. seul. C'est un petit peu difficile. Et Stanford est à 0-2. Écoute, quand tu perds contre Miami, pas Miami, mais contre Hawaii en début de saison, Ah oui, non, c'est fini. c'est fini. Tu sais, je veux dire, j'essaie d'aimer Hawaii. Ce que j'aime d'Hawaii, c'est le run and shoot offense qui existe encore. C'est la seule chose d'intéressant parce que le reste, c'est un programme qui est complètement foutu à Hawaii et tu réussis à Ouais. battre Stanford. Fait que c'est le bilan, mais le Big 12 donne le meilleur show. Si on regarde depuis le début de l'année, Iowa State, grosse victoire hier quand même. Mais c'est un Kansas, un excellent pas assez près hier de battre Missouri. Des grosses défaites d'Arizona State hier. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Contre Mississippi State du SEC, ça m'a surpris un petit peu quand même. Baylor avec du spread offense comme on aime, qui lance le ballon. J'aime le côté identitaire du Big 12 quand même, qui nous donne une bonne saison. Mais la déception cette saison à date, c'est Kansas State à 1 et 2. Deux grosses défaites, dont la première à Dublin contre Iowa State. On dirait qu'on Ouais. ne s'est pas remis de ça. Fait qu'il y a des déceptions. South Florida qui bat Miami.
South Florida a battu 2 équipes classées dans le top Ouais. 25. C'est une surprise et ils jouent contre Miami, je pense, le prochain match. Ça va être intéressant de surveiller South Florida contre Miami. Excellent, ouais. Et ça nous fait pas mal de choses à suivre sur les prochaines semaines, en plus de la reprise de la NFL ce week-end. Je ne sais pas si tu vas également suivre ça ce dimanche soir. Hey, tu m'ouvres une Et, porte, Léo. J'ai ouais, regardé un peu le match des Chargers. Euh, Vous savez la beauté du football aux États-Unis, comment c'est fait? C'est que traditionnellement, puis là, je remonte il y a une quinzaine d'années, avant qu'on décide que l'argent était le principal enjeu, traditionnellement, le football, le jeudi était une soirée qui appartenait au football de collège. C'était leur Monday Night Football. Le vendredi appartenait au high school. Le samedi appartenait au collège. Et le dimanche appartenait à la NFL. Et la partie de la semaine, le Monday Night Football, le lundi soir, était une tradition. La NFL a décidé d'être gourmande et de commencer à présenter des matchs le jeudi, les soirées qui étaient traditionnellement réservées au collège. C'est dommage, mais malheureusement, aux États-Unis, les gens vont privilégier quand même le football professionnel. Et lorsque j'ai vu ce week-end qu'on présentait un match un vendredi soir, je trouvais que c'était un ouais, manque de classe, un sérieux manque de classe, un manque de respect pour le high school, où est-ce que le Friday Night Light, c'est les duels du vendredi soir. Même ESPN habituellement présente les gros matchs du football du high school. Je trouvais que c'était un manque de respect peut-être pour des joueurs. On s'entend que la NFL n'est rien s'il n'y a pas le high school et s'il n'y a pas le football de collège. Je trouvais que ouais. c'était un manque de respect un petit peu et on le voit de plus en plus. Avant ça, les matchs du samedi soir commençaient au Thanksgiving et on respectait. Et là, tranquillement, la NFL prend de plus en plus de place à présenter des matchs le samedi. Je trouve ça malheureux. Je trouve que c'est de ne pas respecter peut-être le territoire peut-être de chacun et le partisan en bout de ligne qui peut aimer différents produits et vouloir suivre tout ça en même temps. Ouais, 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 effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ces dernières saisons. Et je pense que c'est aussi lié avec l'explosion continue, mais et les dollars qui suivent évidemment. Euh, Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose ou on conclut pour ce 5e épisode? On peut conclure. Ben, écoute, je te souhaite un bon voyage. Merci. Beaucoup de jalousie. C'est pour ça que je vous disais, si un jour vous voulez vivre un trip comme celui-là, ça se fait. C'est plus compliqué ce loger à South Bend. Il y a quand même le Hall of Fame football de collège que tu vas Ouais, visiter. Moi, je vous dirais, ce loger à Chicago est plus intéressant parce qu'il y a possibilité d'inclure des événements peut-être. Moi, j'ai manqué peut-être les cérémonies du vendredi soir, mais j'avais assisté à un match de baseball contre des White Sox de Chicago, cool. d'aller voir un match des Ouais, fois plus tard dans la saison. Il y a même, je pense qu'il y a un week-end qui a possibilité de combiner un match de basket à Notre-Dame aussi. Il y a comme le ouais, dernier week-end Senior Day où souvent, ok. traditionnellement, il y a un match de basket qui se joue aussi, qui peut être une expérience intéressante. Les bourses, généralement, c'est plus difficile parce que vous comprenez que plus tard, vous y alliez dans la saison, mais généralement, vous devez être très, très bien habillé parce que c'est plus froid, là. C'est moins Hmm, agréable peut-être qu'un mois de septembre, mi-octobre, où est-ce ouais, que les conditions sont bonnes. Baseball est l'endroit, si vous voulez découvrir la culture américaine, le passe-temps préféré des Américains. Et le summum, ben, si vous avez la possibilité le dimanche d'aller voir les Bears à Chicago, parce que considérez que c'est 2 heures quitter le stade de Notre-Dame et se rendre à Chicago dans le trafic, là, c'est assez compliqué lorsque tout le monde quitte en même temps. Fait que là, un match traditionnellement qui finit à 7 heures ou 8 heures à leur heure, ben, vous êtes à Chicago à 10 heures, 10h30 le soir. On se couche à Chicago, mais le lendemain, vous allez voir les Bears. Le stade est dans le centre-ville et ça se fait très bien hmm. aussi. Fait que je suis jaloux. J'ai hâte de voir tes photos et tes vidéos. Merci. J'espère que tu vas leur porter chance comme tu as toujours fait quand tu es sur place. Tu es 2-0. On te met de la pression, Léo. Compte sur C'est-à-dire que moi. dans le prochain podcast, si on perd, tu es entièrement responsable. Ce n'est plus Dan Brock. Je prendrai toute la responsabilité et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @Notre-Dame France W d'or pour voir toutes les différentes photos et vidéos que je ferai pendant ce week-end et que je vous partagerai sur mon voyage. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce 5e épisode, le premier de la saison régulière et de ces débriefs hebdomadaires, en tout cas lorsque Notre-Dame joue. On a hâte de vous retrouver pour le 2e épisode d'ici un peu plus d'une semaine. D'ici là, portez-vous bien et Go Irish, beat Aggies. Go! Salut!